Alors pourquoi la question d'où je viens est importante ou obsédante? On va voir que ce n'est pas la même chose. L'homme a besoin d'un milieu. Et ce milieu peut être un milieu, comment dire, individuel, donc une famille, mais ça doit être aussi un milieu collectif, donc une société, une culture, mais c'est aussi un milieu lié à un territoire, un paysage, comment dire, un milieu du vivant. Donc tous ces cercles font que l'homme a besoin de ces différents cercles pour advenir, entre guillemets, en tant que sujet. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'identifie pas son lien avec ces différents cercles, il n'arrive pas à advenir en tant que sujet. Et donc, la question de l'origine, elle se situe à un moment donné là. Et elle est importante parce que, pour devenir sujet, j'ai besoin précisément de me lier, de savoir où je me situe dans la grande histoire, la petite histoire, le petit territoire, le grand territoire, etc. etc. Bon, ça c'est un premier point. Pourquoi elle devient obsédante? C'est précisément si je ne la connais pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je la connais, elle est très importante, mais il y a l'illusion de l'évidence, parce que ce n'est pas parce qu'on connaît son origine qu'on connaît vraiment son origine, mais cette illusion d'une évidence de l'origine fait qu'on est libéré, et qu'à ce moment-là, voilà, on avance relativement plus ou moins bien dans le fait de faire sujet. Mais en revanche, si ça fait trou, comme dirait Lacan, ça absorbe. Et donc on se sent absorbé par cette question. Et au lieu d'être déporté vers l'avenir, de regarder devant soi, on est comme tiré. Et d'ailleurs, c'est ce que racontent les patients en clinique. Ils disent « je me sens empêché, je me sens entravé, je suis comme attaché ». Voilà, donc résultat, c'est vrai que la question du secret sur cette origine n'est pas simple, ou la question du mensonge. Alors, quel type de patients on reçoit pour lesquels justement cette question est obsédante? Il y a pas mal de cas. Bon, il y a ceux qui, dans leur vie, à un moment donné, ont identifié un secret. Donc c'est la question de la révélation. Alors il y a bien sûr la question aujourd'hui des naissances qui ont été faites par éventuellement GPA, PMA, et là aussi où le récit, s'il y a des dons, d'ovocytes, des dons de gamètes, etc., anonymes, pas anonymes, enfin tout ça fait que le récit de l'origine qui est transmis à l'enfant, il est absolument constitutif de son futur bien-être. Voilà. Et ce qu'on voit d'ailleurs, c'est que si c'est clarifié, même s'il y a du manque, c'est clarifié. Je veux dire, on a le droit de ne pas cocher toutes les cases. C'est ça qui est important. L'enfant, il va symboliser. Il va symboliser avec le manque. Il va sublimer le manque. En revanche, c'est beaucoup plus compliqué de sublimer avec du secret ou du mensonge. On sublime, si j'ose dire, avec la vérité, mais on sublime beaucoup moins bien quand on nous ment et qu'on ne nous donne pas, parce qu'en plus il y a une rupture de confiance très forte qui se joue là, même si on aime ses parents, etc., avec les parents, la famille, bon. Et alors généralement, pourquoi ils viennent? Parce qu'ils ont identifié parfois des troubles compulsionnels, des troubles du corps, des stéréotypies qu'ils ne comprennent pas. Ils se sentent pris dans un process de répétition alors qu'ils n'ont pas le sentiment d'avoir voulu ça. Donc ils ne se sentent pas en maîtrise. Et à ce moment-là, si j'ose dire, ils font une sorte d'archéologie du trouble, de généalogie. Ils se disent, mais d'où ça me tombe? Ce traumatisme, j'ai l'impression que ce n'est pas le mien. Alors pourquoi c'est le mien? Est-ce que c'est celui de mes parents? Est-ce que c'est celui de mon histoire? Et là, ils cherchent. Et ils essayent de comprendre. Et très très souvent, ils découvrent, bien évidemment, que les familles se transmettent, pas simplement les gènes, mais toute l'épigénétique, et que les familles, elles se transmettent aussi des histoires, des vécus, des douleurs. Ils sont à la recherche de cette compréhension-là. Pas simplement, si vous voulez, d'une appartenance, mais d'une compréhension, d'un sens, et de quelque chose qui, bien évidemment, va venir apaiser la souffrance. La quête des origines, elle n'est pas nécessairement pathologique. La quête des origines, elle est essentielle. Je dirais même qu'elle peut être totalement récréative. Certains se passionnent pour leur origine, leur généalogie, leur dynastie, presque comme des chercheurs d'eux-mêmes, de leur famille, de leur récit. Souvent, quand même, c'est lié à un événement. Il faut aussi savoir qu'il y a des patients qui ne s'intéressent pas. C'est une question pour eux qui ne fait pas plus de sens que ça. Ils savent d'où ils viennent. Puis il y a certains pour qui c'est une pathologie à l'envers, c'est-à-dire c'est une douleur au sens où ils ont honte.
de leur origine. Ça existe aussi, c'est-à-dire que ils sont bien issus de cette famille-là et ils ne veulent pas être issus de cette famille-là. Vous voyez, il y a toutes les positions. Il y a ceux qui ont un rapport plus ou moins neutre, tranquille. Il y a ceux qui ont un rapport très douloureux dans la honte. Il y a ceux qui ont un rapport douloureux dans le manque. Et puis il y a ceux qui ont un rapport douloureux dans, alors là, l'obsessionnel, parce qu'on sait rien du tout, qu'il y a un mensonge, il y a une tromperie, il y a le sentiment d'avoir été abusé, etc. La quête des origines, elle a considérablement évolué dans le temps. Nos systèmes ne sont pas les mêmes. Si vous voulez, vous aviez au départ, dans les structures patriarcales, pour le dire, une origine extraordinairement simplifiée, magistralement simplifiée. Il suffisait que le père donne son nom. Basta. Alors, bien évidemment, extérieurement, ça ne voulait pas dire que les sujets, malgré tout, n'allaient pas chercher, etc. Mais voilà, c'était une façon claire de poser l'origine. Et puis petit à petit, l'individu, les velléités de l'individu ont grandi, et puis les velléités de ceux qui constituaient la famille ont grandi. Et donc déjà, on n'a pas simplement fait lien avec le père, on a fait lien avec la mère, et puis on a fait lien avec une culture, une histoire, et puis on a considéré à un moment donné que l'individu n'était pas simplement sous la tutelle de ce petit groupe qui s'appelle la famille. Et que donc, l'origine que la famille lui donne, je peux prendre cette origine et je peux aussi ne pas la prendre. Donc, il y a une possibilité de contrat, comme si, d'une certaine manière, chaque individu avait la possibilité d'endosser son origine, alors que c'était, entre guillemets, au début de notre ère, au sens de 1000 et quelques, c'était pas comme ça. Voilà, on subissait cette origine. Aujourd'hui, on considère qu'on a droit à des explications sur son origine, sans parler de la médecine génomique qui considère que, bon, voilà, c'est résolument non seulement un droit, mais, je dirais, une nécessité médicale, sanitaire. Donc tout ça fait que vous avez voilà, une histoire de l'origine qui se transforme, et puis la question de la reproduction s'est technicisée. Et donc, il y a des tiers qui sont arrivés, si j'ose dire, dans cette question aussi de l'origine, avec des partenaires nouveaux qui n'apparaissent pas nécessairement, mais qui sont là par les gamètes, etc. Et encore une fois, donc il y a toute une division de la parenté aujourd'hui. C'est-à-dire la sexualité, c'est une chose, la reproduction, une autre, le fait d'endosser la paternité, c'est une autre, éventuellement l'éducation, c'est une troisième, avec une notion plutôt de parentalité, et peut-être pas de parenté, enfin bref. Donc c'est assez, voilà, donc ça s'est considérablement complexifié. Est-ce qu'on a besoin d'être attaché à un corps pour connaître ses origines? Dans un premier temps, oui. Oui, dans la mesure où, voilà, en tout cas jusqu'à ce jour, l'utérus artificiel n'existe pas, et donc on est rattaché à un corps. Voilà. Bon. Un corps, ce n'est pas simplement un réceptacle, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste que ça. Si petit à petit on a une vision du corps qui devient purement mécanique, voire purement un ventre, de fait, c'est insuffisant pour porter de manière symbolique la question de l'origine. Si on prend les questions de gestation pour autrui, non, un enfant n'est pas issu d'un ventre. Il est issu de bien d'autres choses, mais pas simplement d'un ventre. Donc on voit que ce qu'on rattache dans la notion du corps, c'est beaucoup plus vaste. En fait, c'est une vie humaine. C'est intéressant de voir demain comment on va symboliser ou pas la vie utérine. Vous êtes psychanalyste, vous défendez bien évidemment que ce qui se passe au moment de la vie utérine est absolument pas quelque chose qui est purement mécanique ou rien ne se... Non, pas du tout. C'est un filtre absolu entre la femme, éventuellement mère, et le bébé qui est à l'intérieur. La symbolisation dans cette histoire de qu'est-ce qui fait origine, ce sont les sociétés, en fait. Ce sont les sociétés, bien sûr, agrémentées de la science, etc. Mais la science, elle avance aussi avec la question de la société. Et puis, ce sont les croyances des hommes, les mythes qui peuvent être rattachés ou pas à la figure du ventre, etc. etc. La question originelle,
indépendamment de ma famille, mon petit milieu, mon petit territoire, cette question des origines, et pas de son origine, si on voulait un tout petit peu ouvrir, elle est absolument constitutive de la science, elle est constitutive du progrès, elle est constitutive de l'intelligence humaine, c'est-à-dire le fait de pouvoir toujours repousser la question au point d'avant.